Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle review. Oui, vous l'avez bien lu dans le titre, c'est une review et ce seront des reviews sur l'anime Senseiya Santiacho, donc ce spin-off de la série du même nom Senseiya, qui est pour moi ce qu'est Dragon Ball pour Chris, autant vous le dire. Et là, honnêtement, on touche à un bijou, puisque bon, j'avais déjà lu les tomes, j'en ai quelques-uns à la maison, et honnêtement, la série est très prometteuse pour se mettre dans le contexte pour les fans, ou du moins ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire de Senseiya. Eh bien, Senseiya Santiacho se passe en simultané avec la première saison de Senseiya, avec le commencement de Senseiya, donc au moment où on a le tournoi, etc. Et où il y a surtout, eh bien, l'affrontement avec les Chevaliers d'Or. Donc ça se passe en simultané à ce moment-là. Pour ceux qui se lancent un petit peu dans la grande aventure de Senseiya, je vais vous raconter un petit peu l'ébauche de l'histoire sans vous spoiler, parce que bon, je vais éviter de le faire. Déjà que apparemment je suis une spoileuse, donc je vais éviter d'enrichir un petit peu cette réputation. Bref, donc l'histoire de Senseiya, en gros, c'est que dès qu'il y a une menace qui apparaît sur la planète, généralement il y a toujours un dieu derrière, hein, qu'on se le dise, et bien en équivalence, on a l'apparition des chevaliers d'Athéna qui apparaissent. Et dans les chevaliers d'Athéna, il y a plusieurs rangs, et les principaux, c'est les chevaliers de bronze, les chevaliers d'argent et les chevaliers d'or. Et crescendo, ça va selon la puissance, vous l'aurez compris. Et donc, je ne vais pas vous raconter, je vous l'ai dit, donc je vous invite fortement à lire ou regarder la première série Senseiya pour pouvoir un petit peu suivre en parallèle ce qui se passe avec Santiacho. Même si, en soi, enfin moi, où je m'étais arrêtée, parce que je vous avoue que j'ai lu, je crois, jusqu'au tome 5 du manga, donc autant vous dire que jusque-là, on rentre pas trop avec les événements qui se passent dans Senseiya, mais je pense que plus tard ça doit quand même se croiser. Donc pour pouvoir avoir l'expérience à 100% de Santiacho, je vous invite et je vous recommande honnêtement de regarder la série Senseiya. Et également, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur Senseiya, je vous invite aussi fortement à regarder et lire, surtout lire, la série Senseiya The Lost Canvas qui se passe 200 ans auparavant et qui est clairement en raccord avec la série Senseiya et qui est d'ailleurs très bien réalisée, que ce soit en manga ou en anime. Et d'ailleurs l'anime est, comme Santiacho, disponible chez ADN. Assez discutaillé, on va parler un peu plus sérieusement de cet épisode 1 de Santiacho qui commence sur les chapeaux de roue, puisqu'on est dans un lieu qui semble fantaisiste avec une petite fille au pied d'un arbre. Et cette petite fille semble être Shoko, notre héroïne, et on a l'air d'être dans un lieu qui ressemble à l'Éden. Oui, parce que dans Senseiya, c'est énormément inspiré de mythologie, donc forcément, quand il se passe quelque chose, il y a toujours un raccord avec de la mythologie. Et d'ailleurs, là, ce dont je vais vous parler, ça y est aussi. Puisque notre chère Shoko est face à une vieille femme qui a la dégaine de la sorcière dans Blanche-Neige et les 7 nains, qui lui tend une pomme d'or. Et là, on a un petit peu la représentation d'Adam et Ève, avec Ève qui est tentée et qui est hypnotisée par le serpent pour qu'elle croque la pomme. Et donc qu'elle pêche. 5 fruits et légumes par jour, pomme, pêche, voilà. Bref, donc notre Shoko naïve est forcément attirée par cette pomme d'or. Honnêtement, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et elle va être tentée de la prendre et forcément de lui arriver des mésaventures. C'est sans compter sur sa grande sœur Kyoko qui va intervenir pour l'empêcher de faire une bêtise et pour lui dire on ne parle pas aux inconnus. Et donc forcément elle s'interpose et ça va énerver la vieille femme qui va faire une attaque avec un serpent qui va apparaître autour de cette pomme d'or et qui va tenter d'attaquer les petites filles, sauf que là, intervention divine, on a Milo du Scorpion qui intervient et qui fait tout simplement fuir cette apparition. Et bon, on pense que c'est le héros d'ailleurs, parce qu'il les a sauvés, sauf que, eh bien après, il est bien déterminé à en finir avec Shoko. Il est bien déterminé à la tuer, parce que, eh bien, apparemment, ça pourrait éviter la réapparition d'une déesse maléfique, apparemment selon ses dires. Et donc pour lui, la solution, forcément ça lui évitera des emmerdes plus tard, c'est de tuer la gamine dès qu'elle est petite quoi, et empêcher donc la réapparition. Mais Kyoko s'interpose encore une fois et va défendre sa petite sœur, forcément. Moi non plus je laisserai pas mon petit frère se faire tuer par un bel homme en armure, hein, même si plus beau qu'il soit, bref, ça ne changera rien. Donc Kyoko va intervenir et notre cher Milo du Scorpion va tout simplement lui donner une énigme ou une menace, ou alors juste lui prédire l'avenir en lui disant il va falloir choisir, soit vous combattez, soit vous êtes piégé. En gros c'est ça. Et donc notre
flashback, notre histoire se termine à ce moment-là et on a le droit au générique qui est d'ailleurs très très bien. Donc on revient après 5 ans plus tard avec donc notre chère Shoko qui apparemment a son petit rituel du matin, c'est s'entraîner avant de déjeuner et partir à l'école. Donc apparemment elle a l'air quand même d'être assez agile et a l'air de maîtriser l'art du combat. On le voit bien, elle a l'air quand même d'être assez puissante dans ses coups. Jusque-là, rien d'exceptionnel en soi par rapport à une lycéenne qui fait du sport. Bref, donc on la suit un petit peu aller à l'école, tout ce qu'on comprend c'est qu'apparemment elle n'a pas de nouvelles de sa grande sœur depuis un moment. Et on s'était quitté avec 5 ans auparavant avec l'idée que Kyoko avait pris la résolution de s'entraîner et devenir plus fort pour pouvoir protéger sa petite sœur. Donc, où est-ce qu'elle est partie s'entraîner, on ne sait pas, mystère et boule de gomme. Et donc, on suit ensuite donc Shoko qui va aller dans son lycée. Et de ce qu'on comprend, on croise directement le chemin de Saori, qui est donc la réincarnation d'Athéna. Je ne spoil pas, tout le monde le sait au bout d'un moment. Et on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage par rapport à cette jeune fille, puisque toutes les autres lycéennes ont l'air d'être fascinées par elle, sauf Shoko. Donc déjà on voit que Shoko est encore une fois l'exception à la règle. Donc si on résume un petit peu la situation, donc on avait une grande sœur qui avait fait la promesse de devenir plus forte pour protéger sa petite sœur, sauf que 5 ans plus tard, la petite sœur est toute seule, et tout ce qu'on sait c'est que Kyoko, elle est apparemment dans une école très stricte, qui l'empêche d'avoir contact avec sa famille depuis apparemment 5 ans, ça on l'apprend plus tard, et ça n'inquiète personne à part Shoko. Son père n'a pas l'air d'être inquiet, donc peut-être qu'il sait quelque chose, on ne sait pas. Donc pour l'instant on s'arrête là et on sait juste que Shoko est très douée en sport mais est très mauvaise dans les autres matières puisqu'elle n'hésite pas à demander les devoirs à ses amis pour pouvoir remplir les siens. Donc là on est dans une situation assez lambda avec une vie de lycéenne, tout ce qu'il y a de plus banal. Un peu plus tard dans la journée, donc au moment de la pause déjeuner, il se passe un petit peu un événement étrange, c'est que tout le monde s'endort sur la place sauf Shoko et on voit intervenir donc une lycéenne qui a l'air d'être possédée qui va tenter de l'attaquer et qui apparemment ce serait l'apparition de la déesse maléfique qui voudrait donc prendre possession du corps de Shoko. Et là on a donc une intervention divine encore une fois et c'est donc Kyoko qui apparaît vêtue d'une armure étrange parce que pour le coup on ne sait pas du tout ce que c'est et on l'apprend un peu plus tard, c'est que Kyoko est maintenant devenue Kyoko du petit cheval. Est-ce que c'est un chevalier ? Je ne sais pas. Apparemment, elle se rapproche des chevaliers, mais c'est étrange puisque les femmes sont censées porter des masques. Mais bon, quand on voit le nouveau trailer du film de Sensei à Netflix, apparemment cette règle n'existe plus. Donc est-ce que là pour Santiago c'est pareil ? Allez savoir. On a le droit également à voir un nouveau chevalier apparaître et c'est Mi du Dauphin apparemment et elle non plus, elle n'a pas de masque et on a également Saori qui vient avec son objet, son sceptre d'Athéna et qui vont donc combattre cette déesse qui va être vite pas éliminée mais en gros la menace sera repoussée assez facilement. Et donc là on en apprend un peu plus sur ces femmes en armure et on apprend non pas que ce sont des chevaliers mais que ce sont des Santia. Et les Santia ce sont tout simplement la garde rapprochée d'Athéna, donc c'est un rôle où il n'y a que des femmes et ces femmes n'ont pas besoin de porter de masque parce que en soi ce ne sont pas réellement des chevaliers mais ça en est quand même un petit peu, c'est la garde rapprochée d'Athéna. Donc là en soi on est sur une version qui concorde, qui est logique et qui est bien expliquée. Peut-être que Shun est devenue aussi une Santia. On assiste donc aux retrouvailles des deux sœurs et avec l'explication de l'absence de Kyoko qui apparemment était partie, comme je vous l'ai dit, pendant 5 ans, s'entraîner pour devenir une Santia. Et apparemment, elle a fini de s'entraîner et elle est rentrée pour pouvoir protéger à la fois Athéna et protéger sa petite sœur qui a l'air d'avoir un rôle quand même assez important et ça, on l'apprend un peu plus tard puisqu'on apprend en soi que notre chère Shoko est tout simplement l'hôte destiné à devenir la réincarnation d'Eris, la déesse de la discorde, notre antagoniste dans cette série. Et donc pour éviter ça, Shoko va tout simplement devoir suivre Saori, notre Athéna, et être forcément protégée par sa garde rapprochée. En soi, ils vont réussir grâce à ça, puisque Eris ne va pas réussir à prendre possession de son corps pendant son nouvel assaut. Mais par contre, ça va être quelqu'un d'autre qui va être victime
et devenir l'autre d'Eris. Et donc comme je vous l'ai dit, on va avoir droit à un nouvel assaut de cette déesse maléfique puisque ça va être une de ses sbires qui va tout simplement attaquer Shoko qui est donc athée de la ruine, une dryade. Et elle va réussir à avoir son objectif en soi même si eh bien, ce n'est pas Shoko qui va être... tout simplement enlevé, mais Kyoko en voulant s'interposer. Et d'ailleurs, donc on voit bien que Kyoko est enlevée, est-ce qu'elle va devenir l'hôte d'Eris à la place de Shoko ou est-ce que, eh bien, elle va juste être emprisonnée et être monnaie d'échange pour avoir le corps de Shoko? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait là pour l'instant c'est que Shoko est bien déterminée à vouloir s'entraîner pour devenir un chevalier puisque quand Kyoko a été enlevée, eh bien elle a perdu son armure du petit cheval. Et Shoko donc veut s'entraîner pour pouvoir sauver sa sœur, mais surtout ce qu'on a vu c'est que Shoko a du Cosmo, donc ça veut dire que elle peut prétendre à devenir Santhia ou chevalier plus tard. Et donc là on voit un énorme potentiel dans cette jeune fille qui était tout simplement destinée à être la réincarnation d'une déesse maléfique. On voit en elle le potentiel de devenir une très grande, une Santhia, une chevalier, ou peut-être même plus. Mon avis sur ce premier épisode, eh bien, déjà, toutes les bases sont posées. On voit un petit peu, les circonstances de la chose, on voit quelle est la détermination de Shoko, on comprend déjà que c'est une fille qui a quand même un talent dans tout ce qui est domaine physique, donc en soi, on voit qu'elle va potentiellement bien s'en sortir, on voit qu'elle a des chances. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie dans ce premier épisode, que j'apprécie dans que ce soit générique d'ouverture ou générique de fin, eh bien c'est que on respecte l'âme de Senseiya premier du nom, on respecte l'art d'Araki et ça honnêtement c'est super cool. On n'a pas le droit à un chara-design copiant mais revisitant le travail d'Araki comme avec Senseiya Omega. Là on a le droit vraiment à l'âme de Senseiya et honnêtement ça je pense que c'est juste déjà un très gros point en plus pour cette nouvelle série animée. Voilà, cette première review de Senseiya Santhia Show se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et que l'épisode aussi vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, à liker et partager la vidéo, ça me fera plaisir et en même temps ça me dira si vous appréciez le fait que je fasse une review sur cette série. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!